Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre JT Lozère. Nous sommes en direct depuis la CCI à l'occasion de la première édition de la Nuit de l'Orientation. Avant les titres, je vous propose de liker, de partager, de commenter et de mettre un petit pouce en l'air afin de faciliter le référencement de votre journal. Sans plus attendre, et à présent, je vous propose de découvrir les titres de votre JT. La journée européenne du radon s'est déroulée le 7 novembre. À cette occasion, l'ARS et la DIL de la Lozère vous ont distribué des kits de détection de ce gaz qui peut être présent dans votre habitation. On vous dit tout. Sur le Cosméjean, la fromagerie Le Fédou a choisi de construire son nouveau bâtiment en bois et c'est une première dans notre département. Puis nous nous rendrons à Mende où le cinéma Trianon a totalement été rénové et agrémenté d'une nouvelle salle. Visite guidée dans un instant. Avant les brèves, nous ferons un détour par Florac où s'est déroulée l'incontournable fête de la soupe qui marque aussi le basculement de saison. Puis en deuxième partie du journal, nous retrouverons Marion et ses invités à l'occasion de la première édition de la Nuit de l'Orientation qui se déroule en ce moment même à la CCI de la Lozère. Elle concerne les collégiens, lycéens, étudiants et leurs parents. Et nous ouvrons ce journal avec un sujet qui concerne probablement 80% des Lozériens, le radon. De quoi s'agit-il? Comment le mesurer? Que faire pour réduire son exposition au radon? On vous dit tout. Reportage, Éric Michel. La Lozère fait partie des 31 départements prioritaires. Donc à l'origine, quand les premières réglementations radon sont sorties. Et donc en fait, on sait qu'en Lozère, il y a des bâtiments avec des fortes concentrations de radon. Puisqu'en fait, ça fait bien une vingtaine d'années qu'on fait des mesures sur certaines ERP où les mesures sont obligatoires. Donc si vous en avez dans les établissements qui reçoivent du public, vous en avez aussi forcément chez les particuliers. Le 7 novembre, jour anniversaire de la naissance de Marie Curie, à qui l'on doit la découverte de la radioactivité, du radium et du radon, s'est déroulée la journée européenne du radon. Dans notre département, à l'initiative de l'ARS Lozère et de l'ADIL 48, des professionnels ont répondu à vos questions. À cette occasion, il a été distribué des kits de tests gratuits afin de déterminer le taux de radiation potentiellement présent dans votre habitation principale située en Lozère. On considère que le radon, c'est quand même la deuxième cause de cancer du poumon en France. Ça serait à l'origine de 3000 décès. 10% des décès de cancer du poumon seraient liés au radon. Et justement, ce gaz est totalement naturel, incolore, inodore. Il est présent principalement dans les sols granitiques qui composent majoritairement le nord lozérien. Les conséquences de l'exposition au radon, c'est une augmentation de risque de développer un cancer du poumon. Cette augmentation, en fait, intervient après une forte durée d'exposition. Ça va être au bout de 10-30 ans. En fait, plus généralement, c'est au bout de 30 ans où on a une augmentation de risque. Ça ne veut pas dire qu'on va développer un cancer du poumon. Pas de panique, même si les terminologies éveillent les sens, on vous explique tout. Selon la définition de l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, le radon est un gaz radioactif issu de la désintégration de l'uranium et du radium, présent naturellement dans les sols et les roches. En Lozère, plus de 80% des habitants seraient potentiellement exposés au radon. Pour les personnes qui ont envie de tester, d'en savoir plus, de savoir si elles sont exposées, on va proposer la distribution gratuite d'un dosimètre. Donc c'est un petit appareil qu'on va installer très simplement chez soi, dans son logement, dans des pièces à vivre, qu'on va laisser poser pendant au moins 2 mois et qu'on va ensuite renvoyer à l'ARS pour que l'analyse soit réalisée en laboratoire pour connaître le niveau de concentration en radon dans son domicile. Il faut faire des mesures chez soi parce qu'on peut pas. C'est pas parce qu'on est dans une commune où le potentiel radon va être élevé, donc nord département, tout ce qui est granitique, qu'on va avoir du radon dans son logement. Donc il faut vraiment faire la mesure presque logement par logement, puisqu'en fait tout dépend si le bâtiment est sur une faille qui va permettre la remontée du radon ou pas. Donc en fait vous pouvez avoir dans une rue
que je dis en général. Numéro 3, vous pouvez avoir du radon. Numéro 5, c'est le bâtiment juste à côté. Vous n'allez pas en avoir. Alors, c'est vrai que c'est toujours difficile de connaître précisément quel est le niveau de risque en fonction du niveau d'exposition. Alors, comment savoir si nous sommes concernés et comment le mesurer? Les équipes de l'ADIL et de l'ARS de la Lozère vous accompagnent dans la détection du gaz radon via la campagne de sensibilisation sur la qualité de l'air intérieur et de prévention du risque radon dans l'habitat individuel. Tant qu'on a du stock, on a 200 dosimètres à distribuer. Donc soit en venant à Mende, soit vous pouvez le récupérer lors de nos permanences dans les maisons France Service, soit en nous contactant. On arrive effectivement toujours à trouver le moyen de vous le fournir au plus près des territoires. Pour une efficacité maximum, le dosimètre doit être installé dans la pièce de vie sur une période de 2 mois comprise entre novembre et avril. Un questionnaire à remplir sera à joindre dans l'enveloppe de retour. Alors, en général, les résultats, on les reçoit entre 3 et 6 mois, puisqu'il faut le temps que l'ARS récolte toutes les données, qu'elle les transmette au laboratoire, qu'il réalise lui-même son étude et puis que les résultats vous soient retransmis. Et ensuite, donc, on va pouvoir analyser ces résultats. On considère que si on a moins de 300 becquerels par mètre cube dans le logement, on est sur un risque faible, donc il n'y a pas de mesure particulière à faire. Au-delà de 300 becquerels par mètre cube, là, effectivement, il y a un risque dit moyen, voire élevé au-delà de 1000 mètres cubes. Et là, on va proposer effectivement des recommandations justement pour étanchéifier le sol, l'interface entre le sol et le logement, et pour améliorer l'aération et la ventilation. Et au-delà de 1000 becquerels par mètre cube, là, il y a une visite conseil qui peut être proposée pour qu'il y ait un technicien spécialisé qui vienne dans le logement et qui puisse essayer d'aider le ménage à définir les sources d'entrée dans le logement et comment améliorer la situation. En fait, depuis 2017, on a distribué à peu près 1000 dosimètres aux particuliers. On a fait 780 mesures, puisque tous les dosimètres ne sont pas retournés, etc. Il y a toujours un petit peu de perte en ligne, c'est normal. Et sur ces 780 mesures, on en a 12% qui sont supérieurs à 1000 becquerels par mètre cube. La palme étant 6600 becquerels sur le nord département. Donc l'idée, c'est d'être informé et de pouvoir prendre des mesures. Il n'y a pas de raison de paniquer, mais plutôt de voir comment améliorer la situation. Ça peut être des choses très simples, reboucher quelques fissures, installer une VMC ou aérer davantage. On remesure l'hiver d'après, on voit si ça a eu un impact. Avant d'entreprendre des travaux de rénovation énergétique et d'isolation, il est recommandé d'effectuer des mesures pour déterminer le taux de présence ou non du radon dans l'habitation. Avec de bonnes pratiques au quotidien, on réduit considérablement les risques. Alors, les bonnes pratiques, c'est effectivement de bien aérer, de bien ventiler son logement et de vérifier l'étanchéité entre le sol et le logement. Donc, ce qu'il faut, c'est vérifier si le sol est bien étanche, est-ce qu'il y a des fissures sur la dalle, par exemple, et éviter qu'il reste confiné. Donc, vraiment, aérer beaucoup, ventiler le logement, c'est vraiment important. Je vous propose maintenant de prendre la direction du Cosméjean, à Yelzas précisément, à la fromagerie Le Fédou. Ils sont en pleine construction de leur nouvelle unité de production. Pour ce faire, ils ont choisi d'utiliser un matériau biosourcé disponible en circuit très court, le bois. Et c'est une première en Lozère. Un reportage de Marion Guibaudot. Le bois résineux, essence majoritaire en Lozère, est rarement utilisé dans la construction de bâtiments et notamment pour la charpente. Dans le département, il est majoritairement valorisé en bois énergie, palettes ou repart vers les usines de pâte à papier. Mais la fromagerie du Fédou à Yelzas a décidé de changer cet état des choses lorsqu'ils ont commencé à construire leur future unité de production. Ils souhaitaient utiliser du bois local pour une partie du bâtiment, dont la charpente. Une première pour un bâtiment industriel. Et effectivement, c'est un choix de ne pas aller en chercher dans le Morvan ou du pin maritime dans les Landes, parce qu'on a la ressource, parce que la qualité du bois, elle est là, parce qu'il y a une diversité des essences qui est présente aussi en termes de résineux. En termes de résineux, c'est d'ailleurs la zone la plus diverse. On est vraiment on couvre un panel du pin, de différents pins d'ailleurs, le pin noir, le pin laricio, le pin sylvestre.
Il y a du mélèze, il y a du cèdre, il y a du douglas, il y a du sapin, il y a de l'épicéa, donc on n'a pas besoin d'aller en chercher plus loin. Et puis une volonté de limiter le transport. Pas seulement pour une histoire de coût, mais aussi une question vraiment de sensibilité sur la démarche de circuit court et d'appro le plus proche possible des sites de transformation. Ce sont donc la scierie Néophore Amande pour la découpe du bois et Battue Charpente en Aveyron pour l'assemblage de la charpente qui ont relevé le défi de construire une charpente en résineux. Donc on a, pour ce projet de réalisation d'une structure bois en bois de pays et même plus précisément localement en pin noir, spécifiquement pour la fromagerie de Yelza sur le COS Méjean. On a travaillé en partenariat avec Battue Charpente, qui lui est un voisin proche, c'est un Aveyronnais. C'est un copain qui s'occupe de la prod. On a fait la même école. Et on avait déjà eu à livrer pour eux du bois massif et de la lamelle, spécifiquement pour faire les grandes portées de charpente en lamellé collé. Et l'idée est venue à la demande de la fromagerie de pouvoir réaliser quelque chose avec du bois vraiment local le plus possible. Et donc ils ont pensé à nous et on a travaillé sur la possibilité de fournir en pin, notamment en pin noir d'Autriche, donc qui est vraiment l'essence phare autour de Mende. Alors pour le coup, pour ce projet-là, en pin noir, on est allé le chercher à peut-être 15 km, 20 km. On est vraiment, on le voit, il est tout autour de nous, donc il n'y a que ça. Et c'est vraiment, on ne pouvait pas faire plus proche, quoi. Vendredi 18 octobre, Fibois Occitanie, l'interprofession du bois, a organisé une visite de chantier pour expliquer les tenants et aboutissants de cette construction et montrer que le bois résineux peut tout à fait être utilisé comme bois de charpente. Pour le pin noir, l'idée c'était vraiment aussi de travailler, de promouvoir une essence qui a cette mauvaise réputation, qui serait vraiment destinée à ne faire que du bois de palette parce qu'intrinsèquement elle n'est pas de belle qualité, elle a des gros nœuds. Elle n'est pas, peut-être résistante ou visuellement elle ne plaît pas. Et donc on a vraiment essayé de travailler sur cet aspect-là finalement, qui était que montrer que le pin noir, mais le pin en particulier, peut faire vraiment de très belles réalisations et qui n'a rien à envier de l'épicéa bois du Nord ou même le Douglas. Et c'était Hollywood sur le boulevard Mandois. Les projecteurs étaient braqués en direction du cinéma Le Trianon où les invités, Lionel Astier en tête, ont coupé le ruban annonçant une nouvelle ère pour ce cinéma totalement rénové. Un reportage d'Éric Michel. C'est comme le théâtre, effectivement, c'est tous ces événements qui font sortir les gens de chez eux, qui les font bouger, qui les font aller vers, c'est-à-dire c'est déjà énorme déjà la démarche. Ça veut dire j'ai choisi d'y aller. Effectivement, la télé rend un peu paresseux de ce côté-là. C'est-à-dire, on gobe un peu. Si c'est pas très bien, on regarde quand même. Là, non, il y a une démarche. Effectivement, elle est importante. Et puis surtout, on y retrouve des gens. Le 3 novembre, les projecteurs étaient tournés vers le nouveau cinéma Trianon de Mende, avec l'inauguration d'un cinéma emblématique agrémenté d'une 4e salle et d'un nouvel espace d'accueil offrant confort et friandises pour les spectateurs conquis. La Lozère ne compte pas moins de 5 cinémas situés à Marvejols, Saint-Chély, Florac, Langogne et Mende, plus un cinéma itinérant dans les Cévennes. Le cinéma, c'est le partage et que de souvenirs lors des films diffusés dans les cinémas de Mende. Et oui, historiquement, la ville possédait 4 cinémas, souvenez-vous. Le Royal, rue d'Angiran, l'Urbain 5, géré par les curés, l'Écran du Globe à la place du Café, le Latina et le Trianon. L'investissement aura coûté près de 2 500 000 €. L'État aura majoritairement financé cette restructuration via la DETR ou encore le Centre national du cinéma. La région et le département auront contribué chacun à parts égales à un financement s'élevant à 900 000 € d'aide allouée. En fait, on a un dispositif d'aide aux collectivités. C'est 40 millions sur cette génération de contrats territoriaux. Et là, spécifiquement, pour les infrastructures culturelles, on est à 5 millions. Et là, pour le cinéma Trianon, le montant de l'aide, parce que l'État a été très généreux. Il y a également le CNC, donc, qui est le fonds cinéma qui est intervenu. Donc nous, on est à hauteur de 450 000 € comme la région.
Pour sa part, la ville de Mende a racheté le bâtiment voisin qui appartenait au département pour un montant de 300 000 €. Cette acquisition a permis de créer une structure moderne permettant, outre un accès simplifié pour tous, la création d'une toute nouvelle salle. Il y a eu beaucoup d'échanges avec la DRAC, bien sûr, avec les services de l'État, avec l'architecte, bien sûr. Mais le choix politique de garder au centre-ville, c'est parce que ça fait une attractivité pour le centre-ville, pour le cœur de ville, clairement. Il y a des gens qui vont au cinéma, ils vont casser la croûte avant ou après, ils vont boire un coup avant ou après. C'est ça le cinéma, c'est la vie, c'est l'interaction avec la ville. Donc ça, pour moi, c'était évident. Ce sont près de 500 places réparties sur 4 salles avec un confort de vision inégalé. Autre nouveauté, les fauteuils duo. Tous les espaces sont accessibles aux personnes à mobilité réduite grâce à un ascenseur installé dans le nouveau bâtiment. Côté projection, le saviez-vous, les écrans de cinéma sont constellés de micro-perforations afin de laisser passer le son car les haut-parleurs principaux sont positionnés juste derrière l'écran. Le Trianon est équipé des dernières technologies pour une immersion sensorielle au cœur de l'action. De plus, certains films sont proposés en renfort sonore ou en audio-description pour les personnes ayant des difficultés. C'est un cinéma cœur de ville, il est classé cinéma d'art et essai. Côté programmation, elle est totalement indépendante et au plus juste, nous confie Pascal Caillot, son directeur. Il faut en faire un lieu de vie, quoi. Un cinéma, c'est un lieu de vie, quoi. Il doit passer du monde, il doit y avoir une programmation cinématographique, bien évidemment, mais il doit y avoir une programmation culturelle, il doit y avoir de l'interaction plus grande et plus forte avec la ville. C'est du moins le challenge que j'ai posé à l'équipe et qui est complètement d'accord avec ça. À l'affiche des sorties nationales, des films familiaux, des films populaires. Pour sa part, l'art et essai tient une place importante. Je voudrais adresser tous mes encouragements à l'équipe et à ceux qui programment parce qu'ils ont un rôle déterminant. Ouvert toute l'année, le Trianon propose des avant-premières et des conférences, mais aussi le dispositif École au cinéma ou de l'opéra encore avec la saison Opéra National de Paris avec au programme le 13 novembre prochain Turando, un opéra en 3 actes de Giacomo Puccini. Alors le cinéma, on a passé donc un contrat, une délégation de service public, puisqu'il appartient à la mairie, donc avec la société publique locale, Cœur de Lozère Développement. Donc c'est l'équipe là, de Pascal Caillot avec Anthony de Freitas qui gère le cinéma pour le compte de la ville. Voilà. Le prix du billet y est compris entre 5 et 9 €. Mais comment est réparti le prix d'une place de cinéma ? Globalement, le prix du billet se divise en 5 bénéficiaires. 43% reviennent aux distributeurs du film, Universal ou Disney par exemple. Une part pour la SACEM, une part nommée TSA. Plus clairement, c'est la taxe qui permet de financer le Centre national du cinéma. C'est l'organisme qui régit toute l'industrie du cinéma en France. Il redistribue une part des recettes pour les films réalisés. Il aide aussi au financement et à la modernisation des salles comme le Trianon. Une autre part du billet va pour la TVA et au final, il reste 40% pour l'exploitant qui doit encore déduire ses charges, électricité, loyer ou personnel par exemple. On comprend mieux l'importance non négligeable de la vente de la confiserie dans l'équilibre d'un budget d'exploitation cinématographique. Depuis le 1er janvier de cette année, les cinémas ont enregistré 148 millions d'entrées, soit une hausse de 24% par rapport à 2022. En décembre, le cinéma, l'invention des Frères Lumière, passera ses 128 ans. Pour l'histoire, le nom Trianon provient du Trianon du château de Versailles. Quand le cinéma est né à la fin du 19e siècle, les salles n'existaient pas. Les premières projections se faisaient alors dans des lieux de rencontre et de convivialité, comme ce fut le cas à Versailles, ainsi que dans des cafés. Et l'histoire est incroyable puisque le bâtiment qui abrite l'actuel cinéma mandois a été également mis en service en 1895. C'était initialement un théâtre à l'italienne. Le Trianon est bien plus qu'un simple cinéma, à commencer par la salle du bas qui a été construite sur un ancien lavoir. La façade, quant à elle, est inscrite au répertoire supplémentaire des monuments historiques. Autre curiosité souvent méconnue, le maire Jean-Jacques Delmas, en son temps, avait décidé de restaurer la façade arrière avec une fresque où l'on peut découvrir les coulisses du 7e art. Parmi quelques personnages marquants, Alfred Hitchcock, Jean Gabin, Lino Ventura, les Tontons Flingueurs, mais aussi une représentation de la prise de son de la métro Goldwyn-Mayer et le célèbre Lion. Un clin d'œil en forme d'œuvre d'art pour une Lozère qui se veut terre de cinéma.
Et justement, le département a une politique qui vise à soutenir tous les lieux de diffusion, mais aussi une forte volonté de travailler sur les lieux de tournage avec des sociétés de production. Et ce qui est important, c'est d'avoir un maillage territorial. Et c'est pour ça qu'on va aider également le ciné-théâtre à Marvejols ou la rénovation de la Jeunette Verte à Florac. Et puis, on soutient évidemment l'association Cinéco et tous les autres lieux de diffusion. Et je vous propose maintenant de prendre la direction des Cévennes, à Florac précisément, où s'est déroulée l'étonnante fête de la soupe. C'est un festival participatif où vous en êtes les acteurs. Et je peux vous assurer que j'ai donné de ma personne un reportage d'Éric Michel. Qu'est-ce qu'il y avait dans la tartisoupe ? En vrai, c'est comme une tartiflette, mais en soupe. Ah, c'était super cool, vu que j'adore la tartiflette. Elle était très bien et tout, il y avait plein de gadgets. Et ils sont fans, nos jurés de la fête de la soupe à Florac, la soupe aux choux, la soupe à tout, mais assurément pas de soupe à la grimace. Malgré une météo capricieuse, l'association Les Gens de la Soupe ont organisé le dernier week-end d'octobre sa désormais légendaire fête de la soupe. Le thème de cette édition était le vivre ensemble et durant 3 jours festifs, du midi au soir, les marmites ont bouillonné pendant que les fanfares, spectacles et concerts battaient leur plein. Et la fête de la soupe, c'est une fête conviviale. On a participé déjà, on a fait des soupes. À chacun ses petits secrets. On fait des tests une fois par semaine avec des produits locaux de la région et on les goûte. On la goûte. Pour la peaufiner pour aujourd'hui en fait. Voilà. C'est préparé de longue haleine pendant un bon moment, donc on l'a fait plusieurs fois, on se répète et on se prépare à ce magnifique festival de la soupe qu'on adore et on vient chaque année et qu'on ne ratera sous aucun prétexte. Toutes les soupes du festival sont cuisinées sur place devant une foule enthousiaste. Tenter la soupe comme prétexte à la rencontre. Être membre du jury réserve parfois des surprises gustatives. Des fois c'est bon, des fois c'est pas bon. Oui, et puis l'originalité, surtout des gens qui se donnent beaucoup de mal pour faire quelque chose de bien et faire plaisir. Donc ça c'est super agréable et ça on aime beaucoup. Voilà. Pour les recettes, à chacun ses secrets ou non. L'essentiel étant de partager lors de l'épluchage collectif. Ils ont touillé les marmites tous ensemble et c'était vachement mieux, nous disent les organisateurs. Moi j'ai acheté un bol et je me suis retrouvée avec un ticket golden pour pouvoir participer au jury. Oh, c'est un honneur. Ah oui, j'étais très contente. Au total, chaque session du jury aura regroupé 10 membres. Les soupes sont notées et pour cela, à chacun sa sensibilité. Là déjà, on en a goûté au moins 6 ou 7, quelque chose comme ça. Et bon, après on fait le tour, on en regoute, on en mange toute la journée, on fait que ça. Hier nous, on a fait goûter notre soupe à nous. C'est ça, c'est le partage de la soupe, c'est Florac, c'est trop beau. Là, on a fait une soupe chou-fleur et bleu d'Écosse, avec des petits croûtons et on a accompagné avec un cake chorizo et poivron. Tout est fait maison ? Bien sûr, tout est fait ce matin avec des produits d'ici. Vous êtes laquelle de soupe ? C'est la 7. Ah, c'est bon, je suis dans l'ordre. Oui, je mets des bonnes notes, je suis assez gentil. Je respecte le travail des gens. Il y aura des calculs complexes, je pense. Il faut des mathématiciens, voire des statisticiens pour réussir à savoir qui c'est qui va gagner la soupe. Mais certainement, ça sera la meilleure équipe. Cette convivialité extraordinaire qui se crée autour de cette gamelle. Chapeau, je reviendrai l'année prochaine. À l'image de la boucherie Room, c'est tout un village qui s'investit dans la fête. Velouté de courgettes, pommes de terre, oignons, tout simplement. Avec un peu de saucisse de Coine faite maison. Des schtroumpfs. Allez, pardon ? C'est la soupe des schtroumpfs, donc elle est bleue. Je vous encourage à aller la goûter. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Vous l'avez goûté déjà ? Oui, alors elle a un goût de champignon et de bleu. Notre attention fut implacablement attirée vers des petits personnages bleus. Et que d'action dans ce village de Schtroumpf. C'est une soupe aux Schtroumpfs, c'est le sang des Schtroumpfs, avec un nuage de bleu pour encore plus de bleu dans le sang des Schtroumpfs, accompagné de petits croutons. Alors donc on a décidé de faire la soupe avec notre sang bleu de Schtroumpf, parce que le thème cette année c'était soupe ensemble, soupe ensemble, soupe... Ouais, ah ouais, non si, vous faites partie de notre famille, hein, je l'ai vu tout de suite. Grande famille, vous êtes combien ? Vous êtes élus. Sincèrement, j'ai schtroumpfé de ma personne et réellement, je me suis sorti tout bleui. Vous en connaissez, vous, des soupes où on finit avec une molaire accrochée à la manche ? Et c'est pas ma molaire, hein, je vous rassure. Une expo de soupières improbables était aussi proposée. En fait, c'est tout un village qui vit au rythme de cette fête si populaire. Alors c'est une soupe aux courgettes, aux lentilles corail, gingembre et menthe. Comment vous savez qu'il y a tous ces ingrédients dedans ? C'est moi qui l'ai faite avec fierté.
La soupe comme vecteur de solidarité internationale. JA est venu prêter main forte à une association dont les fonds sont destinés à des populations en détresse. Voilà, ici on fait un stand où il y a de la soupe et un petit peu de cuisine du monde pour soutenir les migrants. Ces moments de chaleur justement, ce fameux vocable fraternité, voilà, qu'on peut retrouver ici justement à certains moments. C'est ça, quand je parle de bienveillance, tu peux aussi parler de fraternité. Voilà, c'est ces moments-là où on n'a pas besoin justement de choses compliquées, on n'a pas besoin de méfiance permanente les uns envers les autres. Le meilleur réseau social du monde s'est résumé à Florac durant tout le week-end. Les cuisinières à bois ronflantes ont réchauffé les soupes et quel plaisir que de les servir et de les déguster. Le Festival de la soupe est un événement qui se concocte avec les gens. Enfin, la soupe, c'est quand même la liberté, quand même. C'est une liberté extraordinaire de faire tout ça. Et même comme dirait Spinoza, la liberté, c'est ni la honte ni l'orgueil, et les soupes se situent un peu au milieu de tout ça, quoi. Je vous rappelle que nous sommes en direct de la CCI Lozère. Sans plus attendre, je vous propose de faire le tour de l'actualité en bref. La maladie hémorragique épisodique, ou MHE, est une maladie touchant principalement les bovins. Non transmissible à l'homme, elle est apparue la première fois en Europe continentale à la fin octobre 2022, probablement à la suite d'une dissémination de moucherons par le vent. La maladie est présente en Amérique du Nord, en Australie, en Asie, en Afrique, notamment dans le Maghreb et au Moyen-Orient. Les premiers foyers de maladie hémorragique épisodique ont été déclarés en France en septembre 2023, dans des élevages de bovins du sud-ouest. Cette maladie infectieuse, due à un virus, est transmise exclusivement par des moucherons du genre Culicoides, les mêmes que ceux de la fièvre catarrhale ovine. Si les maladies peuvent être considérées comme cousines, le vaccin de la FCO n'est pas efficace contre la MHE. Depuis le 26 octobre, la Lozère a été englobée dans la zone de réglementation de 150 km autour des détections de foyers. Mais aucun cas n'a pour le moment été déclaré dans le département. Si le taux de mortalité dû à cette maladie est faible, aux alentours de 4%, le taux de morbidité est lui de l'ordre de 40% et demande des soins constants aux animaux malades. Les éleveurs redoutent des pertes importantes de chiffre d'affaires et les professionnels agricoles ainsi que le ministère de l'Agriculture sont en pourparlers pour ébaucher des aides possibles aux agriculteurs touchés. Un volant, une raquette. À la Vernède, le badminton était au programme le dernier week-end d'octobre. Organisé par le BCM 48, ce 19e tournoi national de la ville de Mende s'est déroulé sur 2 jours. Le choix des organisateurs était de faire des séries pour que les 171 joueurs disputent au moins 4 matchs par journée. Le samedi était consacré aux matchs simples et mixtes, le dimanche, les doubles mixtes. Le badminton est le sport de raquette le plus rapide. Le volant comprend 16 plumes, généralement de canard ou d'oie. C'est un sport vif qui nécessite une endurance soutenue et un cardio entraîné. Parmi les joueurs qui comptent, Léo Porte et Adrien Chirocel étaient présents. Le Badminton Club Mandois existe depuis 1995. Il a été fondé par Éric Gosse. Il comporte 130 licenciés et Patrice Tarusson en est l'actuel président. Les joueurs s'entraînent tous les soirs en semaine au gymnase du lycée Pétavin à Mende. Au final, 84 lots auront récompensé les compétiteurs de produits 100% locaux. Gaza, on est tous avec toi. Gaza, on est avec toi, scandait la centaine de manifestants réunis le 31 octobre à Mende pour la première manifestation lozérienne de soutien à la Palestine. Une centaine de personnes s'étaient rassemblées place Urbain 5 dès 18h à l'appel de l'association France-Palestine. Un communiqué a été lu en soutien aux Palestiniens qui se trouvent dans une situation de détresse. En effet, suite à l'attaque des terroristes du Hamas le 7 octobre dernier, Israël a déclaré la guerre au groupe islamiste Hamas. De ce fait, les habitants de la bande de Gaza se trouvent dans une situation sans issue, alors que plus de 10 000 morts sont dénombrés à ce jour. Les manifestants ont notamment demandé un cessez-le-feu et le respect du droit international. Ce rassemblement était autorisé par la préfecture, il s'est déroulé sans incident. Mercredi 8 novembre, Orange a dévoilé à Marvejols le déploiement de la 5G dans la ville du Gévaudan, ainsi qu'à Saint-Chély-d'Apcher. Ce déploiement est donc établi dans 3 villes lozériennes et Orange ne compte pas s'arrêter là avec déjà des vues sur d'autres villes du département. Laurent Posiès, directeur Orange des relations avec les collectivités locales, en présence de Patricia Brémond, maire de Marvejols, de Thierry Julier, président de la CCI, et de Bernard Bastide, conseiller régional, a expliqué qu'à terme, la 5G offrira des débits jusqu'à 10 fois supérieurs à la 4G. Samedi 4 novembre à Quézac a eu lieu la fête de la vigne et du vin organisée par le foyer rural Les Petits Cailloux ainsi que le Parc national des Cévennes et l'association Verger de Lozère.
La pluie n'aura pas découragé les visiteurs venus discuter de vignes, de variétés anciennes de fruits ainsi que déguster les vins locaux. Une exposition sur le thème des fruits rares de Lozère, tels que les pommes Jalay, Chabani, Barbe d'âne ou l'emblématique Reinette de Mende ou encore les poires Elzette, attendait les visiteurs dans la salle de la mairie. La pomologue Sabine Rosier était d'ailleurs présente pour aider ceux qui le souhaitaient à identifier leurs propres fruits et mettre en valeur les variétés locales en voie de disparition. La fête s'est terminée en fin d'après-midi par une dégustation bien méritée de tartes aux fruits apportées par les visiteurs et pâtissiers amateurs. La joie, la bonne humeur, les amis, la convivialité. Et depuis plus de 90 ans, c'est ça l'esprit du Café Mandois, le commerce. Si aujourd'hui Pilou et Sylvie sont aux commandes, l'histoire a débuté dans les années 20, alors que son grand-père était chauffeur-livreur à la brasserie Moutet. Sa grand-mère Alphonsine Gély avait un petit bar. L'opportunité d'acheter l'établissement voisin a permis l'agrandissement et que de belles histoires s'y sont déroulées. Du Formica des années 70 à l'actuelle décoration, où chaque objet a sa place, il doit aussi son succès de par son emplacement ensoleillé toute l'année. Il est au cœur des événements du Foirail et ça, c'est magique. Mais surtout, il est le rendez-vous incontournable des Lozériens. Tantôt le petit café sur le zinc avec le journal local ou encore un rendez-vous professionnel autour d'un croque-salade la journée défile et le thé de 16h laisse place au groupe d'amis qui s'y retrouvent à la sortie du travail. Patron, vous nous remettez une tournée, celle-là, elle est pour moi. Et justement, le week-end dernier, c'était la tournée du commerce. Rendez-vous était donné à ses fidèles clients devenus amis et pas moins que l'espace Georges Frêche de Mende était réservé pour fêter cette nouvelle dizaine d'années franchies. Les 90 ans du commerce. Et Alphonsine peut être fière, l'histoire continue avec Nicolas, la 4e génération qui reprendra les rênes dans le sillage de sa famille. Et bonsoir à tous, je vous rappelle que nous sommes ce soir à Mende, en direct de la CCI pour un événement assez exceptionnel, la première nuit de l'orientation qui se passe en Lozère. Et j'ai avec moi Cindy Guignard, la directrice générale de la CCI. Bonsoir Cindy. Bonsoir. Ça va bien ? Oui, c'est très bien, merci de m'accueillir. Alors c'est notre 10e édition et donc nous sommes ravis d'être avec vous ce soir pour cet événement aussi qui nous concerne. Et j'aimerais commencer par savoir qu'est-ce que c'est la nuit de l'orientation ? Vous pouvez m'expliquer ça en quelques mots ? Oui, alors la nuit de l'orientation, eh bien, ça se passe la nuit mais aussi le jour chez nous, puisqu'on s'est adapté aux besoins des étudiants, des lycéens et des collégiens. Donc le déroulement de la journée a commencé à 13h où on a accueilli les professionnels et à partir de 14h on a accueilli les jeunes. Donc on s'est pris un bon raz-de-marée de 300 élèves qui sont arrivés entre 14h et 15h qu'il a fallu répartir dans les espaces. Et donc l'idée c'était d'aménager la chambre en salon de l'orientation avec différents espaces à la fois dédiés au métier et donc avec des professionnels qui sont venus parler de leur métier, plus de 80 professionnels, mais également des espaces orientation pour s'orienter un peu différemment aussi avec des coachs qui nous viennent de Montpellier, des jeux en réalité virtuelle pour se projeter dans des univers de travail, mais également des lunettes 3D pour inaugurer, expérimenter ces soft skills, donc ces compétences douces, des compétences dont on a besoin dans son travail, mais qui ne sont pas nécessairement des compétences qu'on identifie quand on est en formation. Voilà, donc c'est une après-midi dédiée à l'orientation pour les jeunes. Et leurs parents aussi, puisque c'est un sujet qui concerne les parents. C'est ça, vous avez eu les 4e, 3e cet après-midi qui sont venus avec leur lycée, avec leur collège de toute la Lozère. Et ce soir, c'était aussi ouvert aux familles qui voulaient, aux étudiants peut-être un peu plus âgés aussi, qui souhaitent, qui se posent des questions sur leurs orientations. C'est ça. Alors on a eu des collégiens et des lycéens. Et ensuite, d'autres sont revenus avec leurs parents parce qu'ils ont trouvé ça super dans l'après-midi, donc ils sont revenus. Les parents ont aussi la volonté d'emmener leurs enfants sur les lieux, mais on a également des étudiants et des lycéens qui n'ont pas été concernés par l'après-midi et qui viennent plutôt en soirée, des internes sur Mende ou des choses comme ça. Alors pourquoi avoir éprouvé le besoin d'organiser cette nuit de l'orientation par la CCI ? Alors la nuit de l'orientation, c'est un événement national quand même qui est porté par CCI France. Ça fait plusieurs années qu'il est en place dans des grandes villes. On s'était posé la question, mais on s'était dit, bon, Lozère, on se pose toujours la même question, on est un peu petit, est-ce que ça va fonctionner ? Et puis cette année, CCI France a fait un peu de pushing en disant, il faut le faire, c'est important et tout ça. Et on s'est dit, allez, on prend le défi et on le fait. Ce mois-ci, c'est le mois de l'orientation qui a commencé le 1er novembre. Et donc on s'est dit, on va le faire courant pendant le mois de l'orientation. Et le pari a été pris par nos élus
Et nos collaborateurs ont, avec plaisir, participé à l'organisation de l'événement. Et voilà, c'était un défi et franchement, on est super contents. Et toute votre équipe a été mobilisée pour cette journée? Ouais, toute l'équipe était mobilisée sur la journée. On a 2 collaboratrices qui ont été sur la préparation, mais toute l'équipe était mobilisée aujourd'hui sur cet événement. Oui. Et comment est-ce que vous avez recruté les professionnels qui sont venus parler de leur métier aujourd'hui? Comment voulez-vous? Est-ce que c'était ceux qui étaient dans vos bases de données, des gens que vous connaissez? Oui, évidemment, on a une longueur d'avance en tant que chambre de commerce et d'industrie. On est au contact de toutes les entreprises du département. Certaines ne sont pas dans nos fichiers, mais on a quand même des contacts avec la chambre d'agriculture qui a fait un relais aussi auprès des agriculteurs. Et puis, par nos amis, notre famille, on a tous un professionnel dans un corps de métier, des relations diverses et variées. Et donc, on a utilisé, je dirais, toutes les ressources disponibles pour réunir un maximum de professions dans les lieux. Et tous étaient ravis de venir partager un petit bout de leur expérience avec les élèves, avec des futurs employés aussi. Ouais. Étonnamment, c'est quelque chose qu'ils font vraiment avec plaisir en fait. Ils se disent que ça va créer des vocations et puis on leur a surtout parlé de comment conserver les jeunes sur notre territoire. C'est quand même un sujet pour demain, puisqu'on sait que la population lozérienne est vieillissante. Et nous, c'est un de nos éléments de motivation, donc on leur a partagé et je pense qu'ils ont été convaincus par cet argument-là. Et justement, la CCI, vous travaillez beaucoup sur ces histoires de main-d'œuvre de demain, comment la rapatrier en Lozère ou l'amener en Lozère. Je sais que la marque CCI vous essayez de créer des marques autour de la Lozère et de l'emploi. Comment est-ce que vous le travaillez au quotidien? Alors, on travaille beaucoup avec les entreprises sur la marque employeur. Parce que c'est un sujet. Aujourd'hui, une entreprise, elle doit se vendre comme on vend un jean. Eh bien, on doit vendre sa société aux jeunes, attirer, s'adapter aussi au mode de consommation, à la façon dont les jeunes cherchent leur avenir ou veulent travailler. Donc, on travaille beaucoup sur la marque employeur et puis on travaille beaucoup avec le département aussi sur Lozère Nouvelle Vie. Pour accompagner nous plutôt les gens qui viennent s'installer et créer une entreprise en Lozère, mais ça représente quand même beaucoup de personnes, donc voilà, c'est des sujets sur lesquels oui, on est quotidiennement. Ouais. Et puis je pense que la Lozère aussi, les questions qui vont se poser demain, ce sont les questions de mobilité qui se posent dès aujourd'hui aussi, et puis d'habitat. Comment on travaille là-dessus avec les employeurs pour aussi les encourager à réfléchir à ces questions-là quand ils veulent attirer des employés chez eux? Alors, on y travaille, mais malheureusement, on n'a pas beaucoup de pouvoir. C'est vrai que c'est une question qui est récurrente pour de nombreuses entreprises. Oui, j'arrive à attirer des gens, mais je ne sais pas où les loger. On travaille avec le département sur ce sujet. Il y a d'ailleurs les assises de l'alimentation, de l'hébergement qui sont bientôt animées par le département parce que c'est un vrai sujet qu'il faut prendre à cœur. Sur un territoire rural comme le nôtre, c'est une vraie problématique, le logement. On ne croirait pas, mais c'est le cas. Et nous, on aide les entreprises comme on le peut, je dirais, en relayant les sujets, mais ce n'est pas des sujets sur lesquels on travaille quotidiennement. Mais en tout cas, les élus font le travail. Le président porte à cœur cette volonté de travailler sur ces sujets de logement, de mobilité. La mobilité, c'est aussi un vrai sujet. Espérons que l'avenir nous promet des bonnes choses en mobilité douce aussi avec le train, mais bon. C'est un sujet qu'il faut travailler. C'est pas fini. Rappelez-moi combien de corps de métier étaient présents aujourd'hui et est-ce que vous espérez en voir plus les prochaines années ou est-ce que vous avez déjà tout Alors, on avait plus de 100 professions représentées, plus de 80 professionnels. En avoir plus, ça va être très compliqué dans ces locaux-là parce que là, on a utilisé tous les locaux. Vraiment, il y a cette salle qui est dédiée au JT. Et après, on a juste un tout petit local pour nous mettre nos affaires personnelles. Donc vraiment, on a utilisé la totalité des locaux. Donc on ne pourra pas mettre plus de personnes. Ce n'est pas possible. Après, il faudra le faire différemment. Mais la volonté était quand même de faire ça dans les locaux de la CCI. Les locaux de demain, peut-être, pourront nous proposer une version un peu différente. On verra. L'avenir nous le dira. Est-ce que des élèves ont plébiscité des métiers particuliers? Est-ce qu'ils vous ont tous dit je veux devenir footballeur ou influenceur ou les métiers qui font rêver? C'est vrai. On a eu des métiers qui ont été beaucoup plus fréquentés que d'autres.
L'influenceuse, évidemment, a eu un succès fou. Ils ont fait des directs avec elle et c'était trop, comment ils m'ont dit, c'était une dinguerie, ils m'ont dit. Voilà, je reprends leurs termes. Mais on a le BTP n'a pas des amplis, contrairement à ce qu'on peut croire. Le journalisme a hyper attiré, ils étaient super contents. Le numérique aussi, évidemment, qui sont des métiers d'avenir. On a eu beaucoup de fréquentation au médico-social. Après, il y a des métiers qui ont été un peu moins fréquentés. Et bon, après, c'était à nous aussi d'aller leur faire découvrir les métiers. Donc, on les a parfois un peu... on leur a dit, allez-y, entrez, allez voir. Mais vous ne connaissez pas, c'est l'occasion. Donc voilà, c'était notre rôle aussi. C'est pour ça qu'on était... Toute l'équipe de la CCI était là. C'était aussi pour les pousser un peu à découvrir des choses qu'ils ne connaissaient pas. Et est-ce qu'il y a des élèves qui sont arrivés avec déjà une idée en tête en se disant « je vais faire ce métier » et qui les a confortés aussi dans leur parcours, dans leur futur parcours? Oui, on a des élèves qui sont arrivés et qui ont dit « moi je vais être architecte » et jusqu'à ce que l'architecte arrive, ils ne sont pas démordus du bureau. Mais par contre, on a aussi eu des choses un peu surprenantes. J'avais un papa tout à l'heure qui me disait « mon fils, il est venu pour être, je crois, il m'a dit ostéopathe ou kiné ». Et il est reparti, il va être ingénieur de travaux. Parce que visiblement, il a rencontré un super pro qui l'a convaincu. Donc voilà, c'est aussi une belle surprise. On se dit, bon ben voilà, la vocation est née et elle est née ici, donc c'est chouette. Donc vous espérez faire un suivi de tous ces élèves, de leur retour, peut-être les revoir d'ici Alors on a fait remplir beaucoup de questionnaires de satisfaction pour voir un peu et avoir des retours par les professionnels et par les élèves. Après, avoir un retour de tous les élèves, on demandera des retours aux professeurs. Pour les élèves qu'on a vus, les autres, on ne se chargera pas du suivi, ce n'est pas notre rôle. Voilà. Est-ce que vous espérez re-rencontrer quelques-uns dans les années futures, peut-être? Oui, on l'espère. Leur parcours. Évidemment, on espère qu'ils vont tous rester en Lozère, du coup. Ce serait génial pour le territoire. Mais bon. Il ne faut pas avoir d'espoir non plus démesuré. Merci beaucoup Cindy Guignard. Donc cette première était un vrai succès, si je comprends bien. Vous n'attendiez pas autant de monde aujourd'hui. Tous les compteurs ont été explosés, on va dire. L'année prochaine, vous espérez en refaire une? Ou est-ce que ce sera tous les 2 ans? Je crois que le président est convaincu là, oui. On ne va pas avoir le choix. Non, mais c'est super. Enfin, ce qui est génial, c'est de répondre à une demande. Et c'est pour ça qu'on est là, en fait. Et donc là, les gens sont contents, sont convaincus, ils viennent chercher une information, ils l'ont. Donc à partir du moment où le besoin est contenté, on se dit qu'il n'y a pas le choix, il faut recommencer. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous et d'avoir expliqué un peu cette nuit de l'orientation à tous nos auditeurs. Je vous rappelle que nous sommes en direct à Mende de la CCI lors de la nuit de l'orientation. Et que notre JT se déroule tous les 15 jours, quelque part en Lozère. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et rejoindre notre rédaction à l'adresse qui s'affiche à votre écran pour partager vos actualités. Et nous vous retrouverons donc le 23 novembre, quelque part ailleurs en Lozère.